propose de passer au deuxième sujet, la transposition en Belgique et au Luxembourg, en commençant par la Belgique. Merci beaucoup Jean-Paul. Transposition de la directive prospectus en Belgique, un sujet que je vais essayer d'aborder en quelques minutes, mais qui mériterait de longs développements. La directive prospectus est une directive, et le charme inimitable d'une directive, et là je m'adresse en particulier au professeur Connac, c'est qu'une directive fait l'objet d'un processus de transposition, et que ce processus de transposition permet à toute la fantaisie des législateurs nationaux de s'exprimer, et en particulier à toute la fantaisie du législateur belge. Alors, cette fantaisie s'exprime de différentes manières, et la première manière de s'exprimer, c'est en termes de timing. Vous savez que la directive prospectus, comme Jean-Paul Spang vous l'a rappelé, a été publiée en décembre 2010, que dans sa sagesse, le législateur européen avait laissé plus d'1 an et demi pour permettre aux législateurs nationaux de la transposer dans leur droit, en fixant une date limite au 1er juillet 2012. Aujourd'hui, nous sommes en mars 2013, et en tout cas en Belgique, il n'y a toujours rien de publié. Alors, nous avions l'habitude, lorsqu'on faisait cette présentation dans d'autres cénacles, de nous balader avec un petit tableau qui indiquait les différents statuts, les différents pays où on en était en termes de transposition de la directive prospectus, avec les bons élèves en vert et puis les mauvais élèves en rouge. Et je dois dire qu'au fil des mois, entre le 1er juillet 2012, la partie verte du tableau s'est très fort agrandie. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, la Belgique doit être le seul, ou en tout cas un des très rares États membres, à n'avoir pas encore transposé cette fameuse directive prospectus. Alors, lorsqu'il est apparu que la Belgique ne transposerait pas à temps la directive prospectus, la FSMA, donc l'autorité de contrôle belge, a publié une communication fort utile, au demeurant, dans laquelle elle rappelle la primauté du droit européen. Alors, c'est une communication qui a été publiée le 21 juin, et la FSMA indique comment elle va traiter les dossiers pour cette période intermédiaire, en fait, dans laquelle nous nous trouvons toujours, où la directive aurait dû être transposée, mais elle ne l'a pas été. Alors, la FSMA s'appuie sur une jurisprudence constante et ancienne de la Cour de justice qui reconnaît aux dispositions d'une directive qui n'ont pas été transposées à temps un effet direct vertical si elles sont claires, précises et inconditionnelles. Or, et je pense que l'analyse peut être faite assez rapidement, les dispositions de la directive prospectus modificative, en particulier en ce qu'elle modifie les différents seuils d'exemption de prospectus, sont claires, inconditionnelles et précises. Et dès lors, la FSMA considère que cette jurisprudence peut être appliquée et, en ce qui la concerne, elle reconnaît l'effet direct vertical de ces dispositions. Pour parler très concrètement, par exemple, il y a un seuil, le seuil au-delà duquel une offre devient publique, qui passe de 100 à 150 personnes. Avant, si on faisait une offre publique à 125 personnes, eh bien, il fallait un prospectus. La directive prévoit que ce seuil passe de 100 à 150. Pour la FSMA, c'est ce qu'elle indique dans sa communication, je pense que c'est sage, en appliquant l'effet direct vertical, elle estime que de son point de vue, si quelqu'un veut faire une offre publique à 125 personnes sans faire de prospectus, eh bien, il n'y aura pas de problème, parce que c'est conforme avec une disposition claire, précise de la directive qui aurait dû être transposée pour le 1er juillet 2012. Cela étant dit, c'est pour ça que je pense qu'il faut être relativement prudent lorsqu'on applique les principes énoncés dans cette communication de la FSMA, cet effet direct vertical s'applique dans les relations entre les personnes privées et les autorités, dont la FSMA fait partie. En d'autres termes, aucune autorité ne pourra vous ennuyer si vous faites une offre publique aujourd'hui à 125 personnes sans avoir établi de prospectus, en tout cas en Belgique. Mais dans les relations horizontales, c'est-à-dire entre des personnes privées, et là en l'occurrence, puisqu'on est dans le cadre d'une offre publique, il s'agirait plus particulièrement des relations entre un émetteur et
les personnes, les particuliers, les investisseurs qui ont souscrit à une offre publique, ce ne sont pas les mêmes principes qui s'appliquent. La jurisprudence de la Cour de justice reconnaît également la primauté du droit européen, mais elle utilise un autre moyen pour traduire cette primauté. Ce n'est pas l'effet direct vertical, mais c'est le devoir d'interprétation conforme qui s'applique et qui impose au juge national d'interpréter la loi nationale, ici en l'occurrence la loi belge, à la lumière de la directive qui n'a pas été transposée pour atteindre le but recherché. Alors, c'est une jurisprudence très constante depuis un arrêt von Colson de 1984, mais qui a toutefois certaines limites, puisque le juge national sera tenu effectivement d'employer tous les moyens, toutes les méthodes d'interprétation qu'il peut utiliser dans son droit national pour essayer de réconcilier les dispositions du droit belge, en l'occurrence, avec les dispositions de la directive qui n'ont pas été transposées. Mais il y a une limite qu'il ne peut pas dépasser. Ce serait une interprétation contra legem de la loi nationale. Or, en l'occurrence, aujourd'hui, si on lit la loi de juin 2006 relative au prospectus, on a clairement, à l'article 3, une disposition qui précise que si on fait une offre au-delà de 100 personnes, eh bien, il faut établir un prospectus. Et là, avec toute la meilleure volonté possible, avec tous les moyens d'interprétation possibles, toutes les techniques d'interprétation qui sont reconnues en droit belge, vous ne pourrez pas modifier ce chiffre de 100, ce seuil de 100, par un seuil de 150, qui est le seuil prévu par la directive. Et donc, je pense que même si la communication de la FSMA a été très utile, et je pense qu'elle a appliqué très rigoureusement ce qu'elle devait appliquer dans sa situation, à savoir la situation d'une autorité à l'égard d'un contrôlé, finalement, qui est l'émetteur, eh bien, ce principe ne peut pas être transposé partout. Et, de manière générale, je pense qu'il faut être très prudent lorsqu'on choisit d'appliquer d'ores et déjà des dispositions de la directive prospectus qui sont plus libérales que celles qui figuraient dans le texte ancien, parce qu'un investisseur particulier pourrait très bien demander la nullité de l'offre en ce qui le concerne, simplement parce qu'on n'a pas respecté les dispositions légales belges qui, en ce qui le concerne, lui sont applicables. Et je rappelle qu'en matière de prospectus, enfin, la législation en matière d'offres publiques et de prospectus est une législation d'ordre public et c'est donc une nullité absolue. Voilà, on est donc dans une situation relativement incertaine et qui est amenée à perdurer puisque depuis le 1er juillet 2012, nous n'avons toujours pas de loi qui a été adoptée pour transposer la directive prospectus. Cela étant dit, un avant-projet de loi a été présenté par le ministre des Finances et approuvé en Conseil des ministres le 1er février 2013. Tout espoir n'est donc pas perdu que nous puissions arriver à fêter le premier anniversaire de la date limite de transposition avec un texte législatif qui sera alors applicable. Ce texte est pour le moment examiné par le Conseil d'État, mais je pense qu'on peut avoir un certain espoir qu'en tout cas, il soit adopté avant l'été. Alors, cet avant-projet de loi a plusieurs objectifs. D'une part, il transpose de manière très précise les modifications notamment de seuil, dont Jean-Paul Spang a parlé, dans la loi belge. Il rend également applicable, ou il reflète en tout cas les changements qui dérivent de la directive prospectus aux offres qu'on appelle les offres non harmonisées, c'est-à-dire les offres publiques qui doivent faire l'objet d'un prospectus mais qui ne sont pas soumises à la réglementation, ou plutôt à la directive prospectus, parce que les différents seuils d'application ne sont pas remplis. Elle harmonise également la définition d'offres publiques
à travers les différentes lois applicables au domaine financier. Il va de soi que si on modifie les différents seuils, par exemple, d'exemption de placement privé dans la loi prospectus, il faut également refléter ces seuils, pour avoir une certaine cohérence, dans les autres législations financières, par exemple la loi sur les OPC et la loi sur les offres publiques d'acquisition. Ce qui sera le cas. Avec toutefois une situation qui pourrait se révéler en pratique assez contraignante. Une des modifications de seuil qui est maintenant exigée dans la directive prospectus, c'est que pour avoir une offre exemptée, il faut passer d'un seuil, en termes de valeur nominale d'obligations ou de montant de souscription, de 50 000 € à 100 000 €. Avant, on était à 50 000 €, maintenant on est à 100 000 €, et ce n'est qu'au-delà de 100 000 € qu'on n'aura pas d'obligation de rédiger un prospectus. Un seuil identique va être adopté dans la législation, dans la loi relative aux offres publiques d'acquisition. Ce qui veut dire que désormais, pour qu'une offre publique d'acquisition, et je vous rappelle qu'en Belgique, la loi sur les offres publiques d'acquisition s'applique également aux offres publiques d'acquisition qui portent sur des obligations, eh bien, pour avoir une offre publique d'acquisition exemptée de toutes ces exigences en matière de prospectus, il faudra également, ça s'appliquera, en même temps que les modifications apportées à la loi prospectus, ça s'appliquera en fait au titre d'une valeur nominale de minimum 100 000 €. En d'autres termes, des titres d'une valeur nominale inférieure à 100 000 € ne pourront plus bénéficier de l'exemption équivalente qui figurait dans la loi relative aux offres publiques d'acquisition. Avec ce problème évidemment qui est un petit peu ennuyeux, c'est que des titres avec une valeur nominale de 50 000 € qui ont été offerts dans le passé dans le cadre d'une exemption de la loi prospectus, eh bien, si l'émetteur souhaite les racheter, et pour ça faire une offre d'acquisition, qui en principe aurait été exemptée de toutes ces exigences, eh bien, il va devoir faire un prospectus approuvé par la FSMA avec toutes les contraintes que cela impose. Les différents seuils, je pense qu'on en a suffisamment parlé déjà ici. Un seuil important, le seuil d'exemption de placement privé, on passe de 100 à 150 personnes, ce sera très clairement indiqué dans la loi. Le montant au-delà duquel, ou plutôt le montant total de l'offre, en deçà duquel un prospectus conforme aux exigences européennes ne doit pas être publié, est également relevé. De manière assez substantielle, il passe de 2,5 millions € à 5 millions €, ce qui veut dire très concrètement que si quelqu'un fait une offre publique de titres pour un montant inférieur à 5 millions €, il devra faire un prospectus, mais ce prospectus pourra être rédigé conformément aux exigences du droit belge qui sont un petit peu plus souples que celles qui dérivent du droit européen et notamment du règlement prospectus. Élément également important, l'ensemble des plans, des offres d'actions qui sont faites aux employés de société, qui avant faisaient l'objet d'un régime extrêmement compliqué en Belgique, prospectus, pas prospectus, document équivalent, sera en tout cas considérablement simplifié, dans la mesure où, dans la plupart des cas, on n'aura plus d'exigence d'un prospectus, dès le moment où une offre d'action est faite aux salariés de l'entreprise, ce qui, je pense, simplifiera la vie des émetteurs, ce qui était également un des souhaits du législateur. Quelques autres modifications plus techniques. La définition des investisseurs qualifiés est harmonisée avec ce qui figure dans la directive MiFID. Je pense que c'est une très bonne chose. Les ventes en cascade sont désormais seront réglementées de manière plus stricte. Vous savez qu'en Belgique, elles ont causé beaucoup de soucis à certaines banques, notamment la banque Citibank,
Et cette problématique des ventes en cascade a fait l'objet d'un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles récemment. Alors, pour simplifier, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette question des ventes en cascade s'applique en particulier en matière d'émissions et d'offres d'obligations. Qu'est-ce qui se passe lorsque une société, un émetteur, souhaite placer des obligations auprès du public, par exemple? Eh bien, il choisit d'abord un syndicat primaire de banques, avec quelques grandes banques qui vont s'occuper de la documentation, qui vont s'assurer que l'ensemble du prospectus soit rédigé conformément aux règles de l'art. Et ensuite, ces banques du syndicat primaire vont soit placer les obligations directement auprès de leur clientèle, soit elles vont placer ces obligations auprès d'autres intermédiaires, d'autres banques de tailles différentes, plus petites, d'autres banques ou sociétés de bourse, qui vont à leur tour proposer les titres à leurs clients, voire encore à d'autres intermédiaires qui vont à leur tour proposer ces titres à leurs clients. C'est ce qu'on appelle les retail cascades, les ventes au détail, aux investisseurs particuliers en cascade. Et il va de soi que plus on s'éloigne du premier cercle, plus les risques sont assez grands qu'on ne sache plus très bien ce qui a été décidé dans le cadre du premier cercle, quand est-ce qu'on peut utiliser le prospectus, parce que parfois ces émissions d'obligations s'étendent sur des périodes assez longues, et on risque de se retrouver, ça a été le cas notamment dans ce dossier dont je vous ai parlé, dans des situations où un intermédiaire financier, une banque, offre des titres, des obligations au public sans avoir, en utilisant un prospectus qui n'est plus à jour, sans l'accord ou sans même que l'émetteur en ait été informé, et donc avec toutes les conséquences pénales et autres qui s'en suivent, notamment si les titres offerts ne donnent pas le résultat escompté, ce qui était le cas notamment dans le dossier dont je vous ai parlé. Et donc on a jugé utile, pour augmenter la sécurité juridique, de préciser exactement et de manière très très claire qui, comment et quand un intermédiaire financier peut utiliser un prospectus qui a été approuvé à un niveau autre que le sien. Et donc on prévoit désormais, de manière assez saine et assez simple, qu'un intermédiaire financier ne pourra utiliser un prospectus pour vendre des obligations que si la personne responsable, c'est-à-dire l'émetteur, donne son accord à cette utilisation au moyen d'une convention écrite, au moyen d'un accord écrit. La question s'est posée de savoir comment documenter, comment se manifestera cet accord écrit, et la pratique, et je pense que la pratique est très saine de ce point de vue-là, la pratique qui s'est développée d'ores et déjà, puisqu'en fait ces règles s'appliquent de manière européenne depuis le 1er juillet 2012, c'est qu'on prévoit dans le prospectus lui-même un consentement, un accord qui est donné par l'émetteur à l'utilisation du prospectus, et éventuellement en décrivant les conditions auxquelles cet accord est soumis, et l'intermédiaire financier, de son côté, va indiquer sur son site internet, en même temps qu'il met à disposition le prospectus, il va confirmer qu'il est d'accord avec les conditions qui sont mises pour l'utilisation du prospectus par l'émetteur, et vous verrez dans certains prospectus récents, notamment d'offres publiques en Belgique, ce système est déjà bien développé. Et la rencontre en fait entre l'accord de l'émetteur qui figure dans le prospectus et l'accord de l'intermédiaire de l'utiliser est certainement, d'un point de vue de droit civil belge et de manière générale, manifeste l'accord écrit entre les deux personnes. Quelques éléments, et puis je passerai la parole à Jean-Paul
Spang pour la transposition en droit luxembourgeois. Quelques derniers éléments, parce que le législateur a également jugé utile d'étendre, de modifier la loi du 16 juin 2006, au-delà de ce qui était strictement requis par la directive prospectus, et notamment eu égard aux nouvelles compétences en matière de protection du consommateur que la FSMA a obtenues récemment en droit belge. Et donc il y a une série de mesures qui visent en tout cas à renforcer la protection du consommateur de produits financiers en Belgique. La première de ces mesures, qui est quand même importante, c'est qu'on étend le monopole de l'intermédiation financière à certaines offres non publiques. Ce monopole avant existait. Le monopole de l'intermédiation financière, c'est simplement le fait que si un émetteur utilise une personne tierce pour placer des titres, eh bien, il doit faire appel à une société, une entreprise d'investissement, qui a tous les agréments requis. Avant, ce monopole s'appliquait uniquement en cas d'offre publique. Désormais, ce monopole s'étendra également au-delà, dans le cas de certaines offres non publiques, et notamment les offres dont la valeur nominale ou le montant de souscription minimum est supérieur à 100 000 €. Donc en d'autres termes, si maintenant une société souhaite placer des titres auprès d'investisseurs, même si ces titres ont par ailleurs une valeur nominale élevée, eh bien si cet émetteur souhaite faire appel à un intermédiaire, il faudra désormais que cet intermédiaire ait tous les agréments requis. Voilà, je ne vais pas continuer plus longtemps. Il y aura certainement beaucoup de choses à dire, mais je pense que, eu égard au timing, je vais repasser la parole à Jean-Paul Spang.